Klatak, Indonésie, le 28 septembre 2023. Le lendemain, on se réveille et on attaque directement par une petite piscine. La vérité, c'est que toute la matinée, on a chillé de ouf. Petit-déj, piscine, discussion, il y avait vraiment zéro pression aujourd'hui. On s'est quand même motivé à aller faire un tour dans la jungle. Petite session off-road sans les valises. Lara. Histoire de tâter un peu le terrain, prendre nos premières marques sur la moto en off-road et de voir un peu globalement comment est-ce que le groupe évolue. Parce que depuis le début de ce voyage, on n'a pas encore vraiment roulé sur piste. Et il est clair qu'il y a une énorme différence entre rouler sur route et rouler sur piste. J'aime bien voir comment est-ce que les gens évoluent sur ce type de terrain. C'est absolument pas pour une question de jugement, mais tout simplement pour savoir à quoi m'attendre sur la suite du voyage. En gros, est-ce que ça va rouler sport ou est-ce que ça va être beaucoup plus tranquille ? Tout simplement. Mais là, les trucs comme ça, tu te recules un peu et tu la serres, mais vraiment, en fait, c'est vraiment là quoi. Les pinces, elles sont ici. Le fait de la serrer à l'arrière, l'avant, il va juste surfer où il faut sans partir comme ça, tu vois. Et, ah ouais, un autre truc aussi. Regarde plus le vent, pas trop de la roue, plus le vent. Vraiment, tu regardes, tu auras 5 mètres de vent franc. Justement pour t'anticiper tous les cailloux à la con, tous les gros trucs où tu te dis voilà, ça va être chaud. Et après, c'est juste avec tes pieds. T'appuies à gauche pour tourner à gauche, t'appuies à droite, comme en ski, exactement pareil. Vraiment, regarde. De tendre un poil plus les jambes. Allez en haut. Selamat sore. Difficile de trouver notre chemin, et ce même avec les divers logiciels que l'on a. C'est qu'on est dans des zones où il y a très peu de personnes qui s'aventurent, en tout cas à moto, et encore plus des gens qui sont là pour réaliser des cartographies de ces terrains-là. On est sur une île en Indonésie, et littéralement dans la jungle. Donc à moins d'être avec un vrai local qui connaît vraiment le terrain, difficile de pouvoir se repérer facilement. Mais ça n'en reste pas moins une chouette expérience, et ça donne vraiment envie de prendre le temps de venir se perdre ici. Ça ressemble à un chemin tout droit ou pas? Si tu vois que c'est une piste devant, moi chaud. Casser du bambou. Ah, ça dit quoi devant là? Regarde, Clara. c'est dans la forêt. C'est pas où on est, Clara. Vous découvrez la jungle, voilà la jungle. Je crois que la maison elle est On loin. va se faire bouffer par un cobra, tu vois. Mais si on va faire demi-tour après, ça peut être plus compliqué. Et là il nous met où là? Là, il... Tout droit il doit y avoir une route à 500 mètres. En tout cas, le type de terrain que propose cette jungle est clairement ce que je préfère le plus. Des grandes étendues de forêt, des pistes avec une bonne terre, des petits singles, des passages beaucoup plus larges, des grimpettes, des descentes, des petits pierriers quand il y en a. C'est vraiment ce que je préfère le plus en enduro. En dépit du fait que nous n'allions pas très vite sur ces singles, l'atmosphère était dépaysante dans cette jungle dense. Et finalement, s'être perdu a apporté un petit côté aventure qui n'était pas pour me Il déplaire. avait le bras cassé. J'avoue, il avait peut-être le bras cassé en fait. Le lendemain, on continue d'avancer sur l'île de Java. Pas d'objectif particulier pour aujourd'hui, si ce n'est que l'on devrait attaquer une chouette section off-road. Mais avant d'y arriver, on a un petit peu de route à faire. J'ai déjà fait comme ça, ou un petit truc, et après on en petit. Et là après c'est la piste, enfin plus ou moins quoi. Pas tout de suite, mais oui. Ok.
On s'arrête de nouveau sur le bas-côté pour prendre un petit café et faire une petite pause. Et une fois de plus, les échanges avec les locaux sont vraiment incroyables. C'est quelque chose dont je parle peu depuis le début de la série, mais tu verras que chaque échange que l'on va avoir avec le peuple indonésien, c'est vraiment un pur bonheur. Les gens ici sont très curieux, mais vraiment de manière positive. Et c'est ce qui fait à mon sens le charme de tout ce pays. Ça y est, on quitte enfin le bitume et on attaque la première grosse section off-road de la journée. Si je dis pas de bêtises, ce sera d'ailleurs la seule. Mais on est sur une vraie distance, à un rythme indonésien. Local quoi. Clairement, le temps donné par les GPS va être très théorique. On peut s'envoyer cette section en 2h30, comme la faire en 7h. On verra bien. En tout cas, j'ai hâte d'attaquer tout ça. Let's go. Essaye, voir mon fait. Où il est le point. Ryan, s'il y a moyen de s'arrêter un peu moins, t'es relou quand même. Bah ouais, je sais, mais tu sais, je viens d'arriver en Indonésie, je connais pas toutes les pistes encore, c'est un peu galère. On est toujours en Indonésie et sur l'île de Java. Il faut savoir qu'entre l'île de Bali et celle de Java, il y a deux religions différentes. La grande majorité de la population à Bali est hindouiste. Alors qu'ici, sur l'île de Java, au contraire, la majorité de la population est musulmane. Et ça se vérifie de toute façon assez facilement. Et ce sur chaque île. À Bali, tu vas avoir un temple tous les 200 mètres, alors qu'ici, sur l'île de Java, tu vas avoir une mosquée tous les 200 mètres. La prochaine fois, je leur ramène des enceintes qui saturent un peu moins. Mange Clara, mange. Michael me fait signe qu'il reconnaît la section dont il me parlait depuis des jours. Apparemment, c'est une chouette route goudronnée qui serait parfaite à faire en supermotard. Bon, on n'a pas de supermote, mais voyons ça, let's go. Fin de la section supermotard et on attaque maintenant les pistes off-road. On lève son cul de la selle, on reste bien sur les appuis, on regarde loin devant et on attaque. Let's go.
Peut-être que tu te poses la question, à savoir pourquoi est-ce que l'on ne croise jamais de motos de grosse cylindrée ici en Indonésie. Si c'est en partie à cause des droits d'importation, extrêmement élevés au-delà de 300 cm3, ce qui contribue à augmenter considérablement leur coût, rendant l'achat quasiment impossible pour la grande majorité de la population. En gros, on a croisé 2 1200 GS en 15 jours, et c'était les seules motos de plus de 250 cm3 que nous avons vues durant tout le voyage. Après cette bonne première petite session off-road qui a fait grave plaisir, il est temps de marquer une petite pause. C'était lourd, hein. À un moment donné, on a pris une compression parce que moi je me suis pas rappelé que j'avais pas de fourche. Ouais. J'ai fait comme ça, j'étais comme ça sur l'avant, je suis wow, ça va faire un soleil cette affaire. Elle est revenue, ouais. Plus tu vas vite, plus tous les défauts que tu as quand tu vas doucement et tu te fais masser, mais en fait tu survoles le truc, tu vois. C'est totalement contre-intuitif quand tu es débutant. Mais oui, mais parce qu'à 30 km/h tu te fais peur et on te dit mais passe à 70. En fait ce qui te fait glisser c'est quand ta roue elle fait ça dans le virage. Si tu veux la mettre sur l'angle, en fait il faut que toi t'appuies de l'autre côté. En fait il faut que tu sortes ton cul de l'autre côté et t'appuies sur le cale-pied sur lequel tu es en position toujours droit. Plus tu mets le poids droit, plus tu peux emmener la moto et moins elle va faire ça en fait. Moins tu fais ça, il va direct. Ouais, easy en troisième. Désolé moi ça. On tombe un peu par hasard sur ce petit village au milieu de nulle part. Le genre de village où quand tu essayes de te localiser sur Google Maps, il n'apparaît même pas. Et pourtant, des gens vivent là toute l'année. Ils nous invitent gentiment à boire un petit café et nous incluent rapidement dans leur groupe. Mais quant aux plus jeunes, ils restent craintifs. Et je dois t'avouer que c'est assez déstabilisant. On voit bien qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des gens de notre type. Et ils sont curieux. On essaye de se comprendre tant bien que mal, on échange, on discute, jusqu'à ce que certains d'entre eux commencent à passer des appels en visio, pour montrer à leurs amis, à leur famille, que des gens comme nous viennent d'atterrir dans leur village. Un peu comme si on était des extraterrestres. Moi, on a regardé les vidéos de hier. Graham Jarvis, yes. Something like that. Commence pas, ils vont me ligoter après. Ils vont se dire, il y a une rançon, les gars. Une fois que l'on a été présenté à tout le monde en visio, le chef du village nous rejoint et rapidement, on nous demande si l'on peut prendre une photo de groupe. Chose que l'on accepte bien évidemment volontiers. Malgré le fait qu'ils soient très isolés géographiquement, tous se sont très connectés, à tel point qu'ils nous ont demandé si nous pouvions leur envoyer les photos. Après ce petit tirage de bourre sur piste et ce chouette moment partagé autour d'un café avec ces différentes personnes du village, il est temps de reprendre la route. Et à peine parti du village que l'on rattrape déjà un mec qui vient juste de passer devant nous. Le gars roule en sandales, sans casque, sans gants, sans protection, avec une moto qui n'a rien à faire en off-road. Et franchement, il m'a régalé de fou. Blague à part, le mec a un sacré niveau. Elle a un petit indonésien, le gars il roule plus fort que moi. Le mec en rouge qui est passé en scrut, je suis en train de le follow, mais comment il bombarde ce bâtard. Il est trop chaud. En aucun piège. Il est trop chaud. Il fait toi si mec. Il est en sandales. Regarde juste comment il arrive à emmener la moto et à lire parfaitement la piste. Comme quoi, quand t'as un bon coup de guidon, tu peux vraiment rouler avec n'importe quoi, n'importe où, et t'en sortir haut la main.
Et pour l'anecdote, sache que ce monsieur a été une grande partie de l'inspiration de l'illustration qui est disponible sur le store, à la fois en t-shirt, mais aussi en version papier en imprimé. Un peu plus tard, on s'arrête de nouveau sur les pistes. Il fait super chaud, on se réhydrate, on discute un peu, tout en sachant qu'il nous reste une dernière grosse partie à faire avant la fin de journée. Ici en Indonésie, la nuit tombe rapidement. En gros, à partir de 17h, la lumière descend déjà énormément, et sur les coups de 17h30, 18h, il fait déjà nuit. Il ne faut pas qu'on traîne. On ne sait pas vraiment sur quel type de terrain on s'engage. Même si Mickaël a déjà fait la trace par le passé, les pluies torrentielles qu'il peut y avoir en Indonésie peut changer une trace du tout au tout. Créer de grosses ornières, faire couler de gros cailloux, et tout ceci peut littéralement modifier l'adhérence. On repart donc tous ensemble, et la prochaine grimpette va nous causer des soucis à tous. Ça me... Ah, j'ai pris un truc sans pied, ça m'a niqué. Ça va? Ça va. Pas celle-ci, même si je viens de perdre Clara. Je vois des jambes. Mais plutôt cette grimpette-là. Elle va donner un peu de fil à retordre à Carmen ainsi qu'à Clara, et moi je vais littéralement fumer mon embrayage. Ouais, c'est normal. Moi j'aime bien. Ah putain, Carmen, c'est au pire endroit. Putain. Désolé, hein. T'inquiète. Avec Carmen qui est tombée. Ça va? Elle est vraiment trop lourde là. Putain. J'arrive pas du tout. Va de l'autre côté plutôt. Aïe, aïe. Par contre, le guidon il est grave tordu de ouf. Alors attends. Là tu vas être en galère par contre. Tous les motards qui va faire les environs. La roue avant en fait elle est rentrée. Attends. J'arrive pas Attends, à me redresser. redresse là. Tac. Désolé mais j'arrive pas. Mais franchement, elles ont du mérite. Certaines parties de la grimpette comportent quand même pas mal de dévers, et en plus de ça, les grosses ornières qu'elles comportent font qu'on ne peut pas passer n'importe où. Ou en tout cas, sans risquer la chute. Il faut donc grimper, analyser le terrain en même temps, bien placer la moto, et faire tout ça en même temps pour ne pas risquer Là, la ça chute. devrait aller, je pense, pour repartir. Ça rien, t'inquiète. Ah. Oh là là, oh là là. Je passe et je redescends vous aider. En ok voyant Carmen et Clara galérer un peu, je décide de grimper d'abord la mienne et de redescendre pour leur filer un coup de main. Sauf qu'en grimpant avec la moto, j'ai absolument aucun feeling, mais beaucoup trop de gaz par rapport à ce que la moto avance. Et du coup, je réalise que l'embrayage commence à vraiment fatiguer. Bon, l'embrayage en vrai, il fatigue depuis le début du voyage. J'ai déjà effectué plusieurs réglages où à chaque fois j'arrivais à récupérer un petit peu de grip, mais il est clair que plus je vais le solliciter, plus il va continuer de s'user. Mais je verrai ça après. L'embrayage il est mort mec là. Ouais, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Fois il a collé. Ma moto est en haut et il reste encore Carmen ainsi que Clara à aider. Ornière du milieu, et après là t'es tranquille. En fait si tu prends celle du milieu, tu seras direct engagé sur la bonne trace. Ou alors si tu arrives à rouler sans être dans l'ornière, c'est encore mieux. Mets du gaz, mets du gaz. T'es dedans, allez nickel. Là t'es dans la ligne, vas-y. Ça va? Ça va? C'est la chute typique des petits à moto. Un beau pourcentage de pente, des ornières, un revêtement meuble. En repartant, j'avais la certitude de me planter, t'es pas fait mal mais je peux dire que j'aurais essayé. Cette Bon, moto c'est le n'a beau principal, n'être qu'un ça. 250, elle fait tout de même 160 kg tout plein fait, avec une vingtaine de kilos de bagages. Alors quand ça part, je laisse couler. C'est d'ailleurs une technique qui, d'après mon expertise, me permet de limiter la casse physique de la moto et du pilote. Ça vient d'arriver à Clara, mais moi ça m'arrive régulièrement aussi. D'où l'intérêt de bien se concentrer avant le départ, bien analyser la trace et partir en mettant assez de gaz pour pouvoir avoir assez de motricité et tout de suite sauter sur la brelle pour avoir le meilleur équilibre possible. Bon, dit comme ça paraît simple, hein. Mais encore une fois, comme je te le dis, des chutes comme ça, je m'en mets encore plein. Ah, ça rase. Je vais me coucher sur ce banc aléatoire.
Moi, ça va être la merde, les gars, je crois. Moi, il tire en fait. Je vais le resserrer en fait vers moi. Et merci les gars de nous avoir monté la moto. C'est normal. T'as rien. Je viens de gerber toute la bile que j'avais dans mon estomac. Je me fais pas bien. Un grec, Mulai, Pucul, 17 WIB. T'es en train de donner quoi, une référence de code barre là Libur, Tidak. En fait, je me dis peut-être qu'en prononçant les mots, ça va me dire quelque chose. 3 jours d'Indonésie, je l'ai perdu total. Copie, Batik, Sepeda, Motor, Dankendaran, Kiluar, Kebun. En fait, je pense que la chute de tout à l'heure a tout fait bouger. Sur cette moto, j'ai l'impression que le moindre truc qui va bouger sur le poste de pilotage, ça va venir mettre en contrainte un câble, une durite ou tout autre élément important qui peut par la suite engendrer de fausses pannes comme je suis en train d'avoir. Même si encore une fois, je le rappelle, l'embrayage était déjà fatigué de base. La fin de journée approche et il est grand temps de sortir de cette section off-road. On ne sait pas quelle sera la suite du terrain et si on tombe sur de nouveaux pièges mais de nuit, ça risque d'être une autre histoire. En plus de ça, Carmen et Clara ne sont pas très en forme, ce qui se comprend vu toute l'énergie qui a été dépensée sur cette section. Et même moi, je t'avoue, à force de descendre et de remonter, ça a pas mal puisé sur le système nerveux. Mais là, on se rend pas compte du dénivelé, mais genre c'est... Il y a au moins 200 mètres là, facile. En plus de ça, même si j'ai réussi à retrouver un petit peu de grip avec l'embrayage, c'est pas incroyable non plus. Et j'aimerais pouvoir me pencher un peu plus sur le problème. Parce qu'on est à peine à la moitié de la trace, et si je continue à l'user à cette vitesse, ça va être compliqué pour finir le trip. De toute façon, la véritable solution serait à minima de changer le câble d'embrayage, et au mieux de checker les disques, voire de les changer si possible. Et je t'avoue qu'on n'a pas forcément le temps pour ça. Je verrai ce que je peux faire avec le câble d'embrayage, s'il y a moyen de bidouiller un truc, mais pour ça, faut que je me pose. On s'arrête à Arabica Homestay, qui est un passage obligé si tu continues ta route après le Mont Hygiène. Le spot en soi est magnifique, où la culture du café, des fraises, des tomates et de plein d'autres fruits et légumes est omniprésente. Et le café en Indonésie a une histoire un peu particulière. Le café a pris naissance lorsque les Pays-Bas ont colonisé l'Indonésie vers la fin du XVIIe siècle et construisirent des plantations de café sur l'île de Java. Avec le temps, ce développement massif a eu pour conséquence de relier les îles entre elles avec pour point commun la caféiculture. À la fin des années 1800, une maladie nommée rouille du café a détruit la majeure partie des plantations. Dans l'espoir de relancer l'industrie, les Néerlandais ont introduit le Robusta, qui est une autre espèce de café qui est censée être plus résistante face à la maladie. Le pari a été réussi puisque la culture du café a repris de plus belle. Aujourd'hui, la caféiculture continue de fleurir en Indonésie sous forme de fermes et de plantations familiales, comme dans celle où nous nous trouvons actuellement. C'est beau, hein. C'est super beau. Let's go. On se pose. Je l'ai dit ce matin, je dis aujourd'hui, il y en a qui t'impressionnent. Dans la montée où je me suis cassé la gueule. Ah, j'ai éclaté au sol, je l'ai senti. Hein. T'as fait un morceau. J'ai pas eu mal, tu vois, mais... Non, j'étais derrière lui. Je l'ai senti dire. Je l'ai vu. Franchement, j'ai dit, Brian, ça va? J'avais trop mal pour toi. Non, c'est une chouette trace, en vrai, elle est cool. Et quand tu la connais, finalement, bah, En vrai, ça il n'y a va. aucun risque. Ouais, Là, bon, on a merdé dans la montée, ce qui nous a mis dedans. Mais en vrai, elle est pas hardcore non plus, tu vois. Quand t'es dans des traces comme ça, en fait, t'as pas le choix. C'est pas genre, vas-y, j'arrête. Enfin, tu peux arrêter si tu veux, mais tu restes là, en fait. Tu vois. C'est ça. Si tu veux t'en sortir, il faut y aller. Continue. Tu peux pas faire demi-tour. Des fois, c'est super dur quand tu vois les autres tomber. Ça en fait, ça te fait dire putain, mais je vais jamais y arriver. C'est ouf. Moi, à chaque fois, ça me pète le moral, quoi. Non, là, j'arrivais plus à la montée. Bah, j'ai dit à Mickaël, moi, faut que j'ai le même niveau que les autres, tu vois. Parce que vu que j'ai pas envie d'être le maillon faible. Je roule quasi qu'avec des mecs qui sont meilleurs que moi, presque tous. Et des fois, il y a des matins en trip ou autre, je pars et je sens que j'y arrive pas, tu vois. Et ça m'en ouvre parce que je vois tout le monde qui bombarde et tout, et moi je suis en mode. Ça va pas, quoi. En fait, il faut repartir sur les trips, on a fait je sais pas combien, des fois c'est toi qui es plus chaud que les autres. Vas-y, c'est pas grave. Tu décompresses, tu kiffes sur une petite portion, tu reprends confiance, et ça repart, tu vois. Et puis si ça repart pas comme tu veux aujourd'hui, demain ça ira, et voilà, tu vois. Mais moi, je le vois de mon évolution. Avant, me mettre sur le cale-pied et changer les vitesses sur le cale-pied, impossible. Impossible à décoller mon cul de la selle, tu vois. Une fois que tu comprends les basiques, c'est hyper simple. C'est juste que c'est psychologiquement, c'est l'inverse de ce que tu crois que... Ouais.
Et là, elle a... Tu veux t'asseoir pour te dire ok c'est bon je suis assis, mais en fait c'est le pire des trucs. Bon, sauf dans certaines situations, tu peux rouler assis aussi. Les appuis, c'est vivre la moto. Tu vois vraiment, des fois les mecs qui sont là tout tétanisés en mode non il faut pas qu'elle bouge, mais en fait si tu la fais pas bouger, oui elle va aller là où tu veux, mais où tu veux c'est pas forcément le meilleur truc, tu vois, surtout dans les terrains comme ça. Il y a un exo tout con. Tu trouves un spot, tu te mets 2 plots, tu te mets debout, tu fais que des 8. Je fais ça mais tous les jours, pendant une semaine, que des 8. Ça casse les couilles, mais tu vas vite comprendre le truc de je veux tourner à gauche, j'appuie qu'à le pied droit, je sors mon cul à gauche. Du coup t'as le point d'équilibre qui est vraiment droit, et puis tu tournes. Ensuite tu fais l'inverse. Et tu verras la différence, elle est incroyable. Je me suis fait une trace et tu la fais tout le temps. Je la faisais 2-3 fois par semaine. À force la trace, tu la connais, tu sais où sont les pièges, où sont les trucs, et du coup t'es plus en mode réflexion du oula peut-être que le prochain virage, il y a peut-être un truc. Tu connais. Après il y a peut-être un mec, donc tu fais gaffe quand même. Moi je les faisais 2-3 fois par semaine, tu vois. Sans pression, je partais, casque, hop, je suis assis, je vais rouler un peu, même si c'est qu'une demi-heure, je vais rouler. Je faisais mon truc, et tu passes de plus en plus vite. Et tu commences à comprendre en fait. Et plus tu passes vite, plus tu vas avoir par exemple des pièges ou des trucs où t'hésitais avant, et en fait tu te rends compte que plus tu vas vite, plus c'est easy en fait. Se remettre en question. Genre tu tombes, ok pourquoi je suis tombé, tu vois. Pas se dire merde je suis tombé, putain fait chier. Juste essayer de comprendre. Il faut que tu prennes tous les bons points pour acquis. Au lieu de te dire putain aujourd'hui ça j'ai pas bien fait ça. Tu dis ok aujourd'hui j'ai fait ça je le faisais pas avant, tu vois. Et un truc tout con, moi c'est un truc que je fais beaucoup mais je me visualise. Genre avant de partir en trip, ou genre quand ça fait longtemps que j'ai pas fait de off-road et tout, repense aux pistes que t'as fait, repense. Et tu sais, du coup, juste le fait de me revoir en train de rouler sur des trucs, je ressens les sensations. Et au final, tu arrives en 15-20 minutes, c'est bon. Après cette chouette discussion avec l'équipe, et avant d'aller manger, j'en ai profité pour aller me balader un petit peu autour de Homestay Arabica, le tout couvert de chants religieux puisqu'il est 17h et que c'est l'une des heures à laquelle les gens prient ici, sur l'île de Java. On passe ensuite la soirée à cette même table où l'on enchaînera avec les 2 plats typiques ici que l'on peut trouver en Indonésie, soit le nasi goreng, soit le bakso, suivant les disponibilités. On continue de discuter jusqu'à épuisement et on finira par aller se coucher, relativement tôt je t'avoue, parce que cette journée nous aura quand même bien fumé. Kalisat, Indonésie, le 30 septembre 2023. Un nouveau jour se lève ici en Indonésie, sur l'île de Java. Premier objectif de la journée, après avoir bricolé les motos, c'est de se rendre au mont Kawaijen, qui n'est plus très loin de notre position. Il y en a 2-3 qui tombent, qui se blessent. Un bromo aussi, sable profond, on va aussi peut-être tous se péter la gueule. Une fois les motos chargées, on reprend la route. Petit arrêt dans le premier magasin ouvert pour racheter de l'eau, parce qu'on risque d'en avoir besoin aujourd'hui, et on met le cap sur le mont Kawaijen. Les petits chats. Scoop. On arrive au pied de la montée du Kawaijen. C'est un lieu incontournable sur l'île de Java. J'avais fortement insisté pour le voir lors de la préparation du voyage. Nous sommes un peu décontenancés lorsque nous comprenons que la montée devra se faire à pied. Nos bagages ne sont pas sécurisés et nous sommes équipés de nos tenues de moto. Sans regret, l'équipe accepte l'ascension jusqu'au cratère, soit 8 km aller-retour en botte de moto. On vous laisse imaginer le kiff. Et ce que Clara oublie de vous préciser, c'est que sur certaines parties lors de cette ascension, il y a un sacré dénivelé. Pas, mais ça grimpe de ouf. Mais on y va. Il y a un bête de spot en haut. Et je pense que ça va valoir le coup. Ça monte en bot climb, tenue climb. Bref, je suis pas du tout équipé pour ce genre de truc. Mais c'est pas grave. Let's go. Et quand tu vois qu'il y a des gens équipés de bâtons de marche, chaussures de marche, bref, la tenue intégrale pour marcher, et qui galèrent déjà sur certaines parties, surtout lors de la descente, alors je me dis qu'avec nos bottes moto, nos coccyx n'emmènent pas large, si tu vois ce que je veux dire. Enfin bon, tâchons de faire attention.
Vous n'êtes pas monté tout ça. Les petits bâtons, ils sont inquiets bien. Ouais. J'ai l'impression que je suis marche arrière. Moi, ce qui me fait flipper, c'est la descente. Ça descend de ouf, et quand je vois les gens se tenir les mains alors qu'ils sont en chaussures de rando. En vrai, la tenue climb, elle est bonne pour ça, comme c'est une tenue qui refroidit. Et que là, je suis full sueur. Climatisation. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Régulateur de froid, régulateur de chaud. Régulateur de vitesse. Oui, il en fait peu là pour me faire rire. Je vois ça, ce qui a été quand même pas ouf comme blague, mais j'ai apprécié le rire bouche ouverte. Ah, il y a un truc qui me pique dans le dos. C'est quoi? Ok. On vient de là-bas. Il y a la maison. Tout en bas. Un step. En fait, le step, c'est juste que c'est plat ici. C'est ça le step qui nous fait penser que ça va. De ouf. Je sais pas si t'as vu tout à l'heure les panneaux avec chemin d'évacuation en cas de... Ouais. C'est ce chemin en fait. Ouais. Mais genre si ça coule de partout. Tu vois ce que je veux dire? Les eaux du lac se déversent naturellement dans une rivière. Et le problème de tout ça, c'est... T'as la même voix que Nicolas Hulot, mais en plus aigu, à l'époque. Est-ce qu'il avait du mal à respirer aussi? Ouais, il était souvent cané quand il racontait des histoires. Le volcan Kawaijen, qui veut littéralement dire cratère vert en javanais, est le mont le plus connu de l'île de Java. Les porteurs de soufre en ont fait une véritable légende. Et sa visite est à couper le souffle. Accessible via un trek assez court mais qui demande quand même un peu d'énergie, le mont Ijen est surtout connu pour ses fameuses flammes bleues, visibles de nuit mais existantes en réalité 24 heures sur 24. Ces flammes d'un bleu électrique apparaissent lors de la combustion de gaz sulfurique. Les gaz s'échappent des fissures du volcan à haute pression et à une température pouvant atteindre les 600 degrés. Ensuite, les gaz s'enflamment lorsqu'ils entrent en contact avec l'air, ce qui crée les fameuses flammes bleues pouvant atteindre jusqu'à 5 mètres de haut. Avant d'être un site populaire auprès des voyageurs, le Kawaijen est avant tout une mine de soufre à ciel ouvert. Le cratère du mont Ijen renferme un lac considéré comme le plus acide de la planète. Malgré les fumées toxiques et dangereuses, environ 300 mineurs s'aventurent chaque jour au fond du cratère pour ramasser du soufre à coups de pioche, et ce sans aucune protection. Payés en fonction de la quantité de soufre ramassé, certains font jusqu'à 3 allers-retours par jour au péril de leur vie. Ils rapportent quotidiennement entre 80 et 160 kg de soufre par personne, via 2 paniers situés de part et d'autre de leurs épaules, le tout pour 7 centimes d'euros par kilo. Il faut savoir que cette activité rapporte plus que de travailler dans les champs ou dans le bâtiment. Ces porteurs de soufre sont bien plus inquiets de ne pas pouvoir manger à leur faim que de tomber malades. Il arrive qu'ils aient régulièrement des maux de tête ou des douleurs aux yeux. Pour lutter contre ces maux, la compagnie leur offre des médicaments. Ils travaillent sans protection, sans horaire et sans ordre de priorité. Il y a combien? Durant leurs 15 jours de travail, ils peuvent effectuer autant d'allers-retours qu'ils le veulent et sont capables de porter jusqu'à 120 kg dans leur panier. 3 heures pour monter, 3 heures pour descendre, et un des mineurs expliquait que lors de la descente, sur les phases planes, la meilleure technique à adopter, c'est de trottiner légèrement. Cela permet d'infliger une impulsion à la planche de bambou, celle qui fait la liaison entre les 2 paniers et qui est située au niveau de leurs épaules, et cette impulsion fait fléchir la planche, ce qui permet de soulager la charge une demi-seconde par foulée. Quand on voit le temps que mettent ces porteurs de soufre à descendre et le nombre de foules à effectuer, ils s'économisent ainsi sur l'intégralité du trajet. Une fois en bas, ils se présentent face à un cabanon de fortune afin de peser ce soufre et de récupérer un ticket qu'ils pourront ensuite échanger contre de l'argent. Durant ces 15 jours de travail, il n'y a pas d'horaire, pas d'ordre, pas de priorité. Mais les salaires sont bien plus attractifs qu'en ville. Et malgré le fait que l'espérance de vie de ces porteurs de soufre se réduit de jour en jour, l'acide chlorhydrique et sulfurique que rejette le volcan inonde la bouche et les yeux. Le sulfure d'hydrogène pénètre les poumons, transperce les vêtements et colle directement à la peau. Les larmes s'épuisent à nettoyer les yeux, et quand il n'y en a plus, c'est encore pire. Mais paradoxalement, ce qui les inquiète le plus, c'est de ne pas pouvoir manger à leur faim au quotidien. Je te raconte tout ça d'une manière très factuelle, comme si c'était normal après tout.
mais il n'y a rien de glorifiant dans ça. Le but ici, c'est plus de mettre en lumière les conditions réelles de travail de ces porteurs de soufre, et ce que l'homme est capable de s'infliger, en connaissance de cause, pour pouvoir survivre, tout simplement. Mais encore une fois, le simple fait de constater ce que certaines personnes peuvent vivre dans leur quotidien, sans non plus tomber dans un piège, eh bien on peut quand même relativiser sur pas mal de choses, et notamment concernant notre vie quotidienne ici en Europe. Bon, depuis tout à l'heure, on parle de soufre, mais à quoi ça sert concrètement ? Il faut savoir que le soufre est utilisé par l'humanité depuis des centaines d'années dans différents rôles variés. Désinfectants, insecticides, dans l'agriculture, dans l'armement, puisqu'il est l'un des 3 composants principaux de la poudre noire, aussi connue sous le nom de poudre à canon, mais il est aussi et surtout essentiel pour tous les êtres vivants. En effet, le soufre est un des éléments qui fait partie, avec notamment le calcium, le phosphore, des minéraux les plus présents dans le corps humain. C'est ce que l'on appelle un macroélément essentiel. Le mont Kawaijen maintenant derrière nous, on continue notre route avec toujours pour objectif final de rejoindre Bromo. Et la route est encore longue, en tout cas on n'y arrivera pas aujourd'hui. Bonne petite section routière va apparaître juste devant nous et cela va nous permettre de pouvoir augmenter le rythme, d'être un peu moins passif sur la moto et de pouvoir s'amuser un peu sur la route tout simplement. Avec Michael, on se tirera la bourre sur des dizaines de kilomètres sur peut-être l'un des meilleurs goudrons que l'on aura eu durant ce voyage en Indonésie. Et même si la brelle est loin d'être parfaite pour faire ça, franchement, c'était un vrai régal. Ça régale, hein? Franchement, ça régale. Là, on met 1h30 là, tu vois. Et sans se fatiguer. Ah bah non, mais en vrai, moi, ça me fatigue 1000 fois moins de faire ça. Hein. Bah c'est sûr. Parce que là, je suis là dans le trafic, tout mou. Là, au moins, je suis d'attaque, focus, à fond. Tant que je suis pas au sol, c'est que c'est bon, tu vois, c'est que ça passe. Chapeau à toi, hein, parce que tu me suis alors que moi j'attaque. Et avec ta charrette qui tient rien la route. Hein. Chaque coin, en fait, je la... Tu mets tout le poids de l'autre côté. Pour pas qu'elle parte comme ça, en fait. La mienne elle saute, mais la tienne ça doit être. Ah, moi, c'est pompe à vélo. Des fois, ça fait ça. Le soleil se couche et on a encore pas mal de kilomètres avant d'arriver jusqu'à notre destination. Ça va encore terminer de nuit et je t'avoue que je commence à fatiguer au guidon. Mais bon, ici en Indonésie, comme t'as pu le remarquer, relâcher son attention sur la route, c'est juste inconcevable. On pourrait même dire que c'est presque la mort assurée. Donc on va rester focus et ce jusqu'au prochain spot où nous allons dormir ce soir. Let's go! Je pense. C'est ma première lave tout court, voilà, c'est trop bien. Avec Clara, on était persuadés d'avoir vu un volcan en éruption.
Et plus on s'approchait, plus on avait vraiment l'impression que c'en était un. Et franchement, on était saucés de fou. Limite, la fatigue avait complètement disparu et on était vraiment pressés d'avancer vers ce volcan pour voir ça de nos propres yeux. Plus on approchait et plus on était dans l'euphorie. Sauf qu'en fait, c'était juste un feu de forêt. La désillusion totale. Ça, les petits scouts là, les Suze R150, ça bombarde ces merdes. J'en vois sur la route avec ça. Non mais attends, on va se serrer un peu. Dans aucun coin, c'est un peu, ça passe. Ah mais si Carmen elle me serre un peu, ça passe. La dernière éruption, tu sais de quand elle date? Ma grand-mère, elle m'a même envoyé le truc, ça date de cette année. Après, il y a une éruption, c'est pas forcément l'Etna, tu vois ce que je veux dire. Au départ, c'est ça tout le monde ressemblait brûle. vraiment à une coulée. Bah oui, Komang là de la Kumansim, il était venu ici et genre il a une photo, elle est magnifique où il est avec sa femme et la moto et derrière il y a Bromo, il est en train de faire une poussière, un nuage, tu sais. J'ai l'impression qu'on a fait 800 bornes aujourd'hui. Ah, pareil. Ouais. C'est un truc de fou. Dans la montée là, il y en a un, ils sentait l'éthanol, je crois. Voiture téléguidée, une voiture téléguidée. Téléguidée. radiocommandée. Non mais ça fait plaisir, on est arrivé au moins putain. Vous êtes des warriors. Félicitations pour cette en plus, petite on a bourre. fait la montée de l'Ingen à pied et on est arrivé. Mais de rien, ici, ça à casse, Bromont. hein. On se rend pas compte, mais Je vais faire le tour du monde avec vous, messieurs. Bravo. C'est la maison? Chambé. Bon, remarquez quand j'avais vu, mais c'est gentil de m'avoir prévenu, ça veut dire qu'il peut te faire confiance sur plein de trucs. Moi, ça marche pas Gojek ici. ouais, on serait fait livrer de la graille. Ah ouais. Mais j'ai vu des Si on récits. bouge plus, on est calme. Dans le prochain épisode, on se rend sur l'incroyable spot de Bromo où nous allons pouvoir rouler sur du sable volcanique. Clara va également devoir faire face à une de ses journées les plus éprouvantes à moto où elle va devoir se surpasser à chaque instant pour pouvoir continuer d'avancer sur la trace. De nouveaux textiles sont maintenant disponibles sur la boutique. Travaillé en étroite collaboration avec Des, un illustrateur et ami d'enfance, on a tout mis en œuvre pour ramener la vibe balinaise de ce voyage sur une seule illustration qui est maintenant disponible sur le store. Ce t-shirt sera proposé en édition limitée, les précommandes sont désormais ouvertes et seront clôturées à la fin de la diffusion de cette série. Pour l'occasion, nous avons également réédité notre ancienne collaboration. Le t-shirt Style Exploring est de nouveau disponible en noir ou en blanc. Et bien évidemment, on n'oublie pas toute la gamme de basiques que tu pourras porter dans n'importe quelle circonstance. Tout est disponible sur le store et les premiers arrivés seront les premiers servis. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne YouTube et à venir me rejoindre sur Instagram parce que c'est là-bas que tu auras toutes les infos en temps et en heure. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures en Indonésie avec Clara. Let's go, easy.